à tous, bienvenue dans votre journal du district de Nyon. Cette semaine, on vous emmène dans la caverne d'Ali Baba de la ville de Nyon, plus précisément le dépôt des biens culturels de la ville. Et puis on montre dans la montagne, plus précisément à Saint-Sergue et avec Saint-Georges, je bégaye, mais on reprend, pour prendre des nouvelles des pistes de ski. En fin d'émission, pour se détendre, ça va plutôt pas mal passer. Pourquoi prendre un bon verre de vin? Et pour la bonne cause, puisqu'il s'agit de la science. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le paysage culturel nyonnais. Après 15 années passées en tant que directeur et programmateur de l'usine à gaz, Pierre-Yves Schmitt a annoncé sa démission. Il explique ses raisons au micro de Florian Cavalieri. Pierre-Yves Schmitt, vous avez annoncé ce matin officiellement votre démission du poste de directeur de l'usine à gaz. Pourquoi cette décision ? C'est une décision mûrement réfléchie, elle ne date pas d'hier. Ça fait quelque temps que j'y réfléchis. Pour moi, l'objectif était de mener à terme le projet de deuxième salle. Aujourd'hui, il est en main politique et juridique. Le crédit de construction est passé. Ça traîne un peu. Pour moi, c'était le moment pour dire que je partais. Est-ce que c'est un ras-le-bol ? Non. Non, pas du tout, et je pars vraiment sans amertume ni quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une décision qui petit à petit a fait son chemin. J'ai envie de faire une pause, de me ressourcer un petit peu avant de partir pour de nouvelles aventures. La presse régionale dit que vous étiez sous pression. Effectivement, on se souvient que la droite, notamment, avait demandé votre tête. Est-ce que ça a joué un rôle dans votre décision ? Non, pas vraiment. On a toujours été un peu sous pression. Il y a eu des moments plus lourds que d'autres, mais je ne suis pas quelqu'un à qui on dicte son agenda. Non, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, ça fait un petit moment que je suis là et j'ai souhaité me retirer. Près de 20 ans, plus de 22 ans dans l'association de l'usine à gaz, 15 ans en tant que directeur. Et vous partez au moment où la deuxième salle de l'usine à gaz pourrait bien être bâtie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût d'inachevé? Est-ce que vous n'auriez pas voulu attendre tout de même d'avoir cette deuxième salle? C'est difficile à dire. On est toujours dans le conditionnel. Donc on ne sait pas du tout quand les travaux vont commencer, encore maintenant. On les espère pour peut-être l'automne prochain. Mais il n'y a encore rien de sûr. Ce que je peux dire, c'est que je vais suivre à distance, en tout cas, ce projet auquel je tiens. J'avais déposé en 2004 le premier projet de deuxième salle. Donc pour dire que les projets culturels mettent un certain temps à se réaliser. Il y a aussi une autre question, c'est celle de la personne qui pourrait reprendre votre poste. Quel profil verriez-vous ? Alors, pour l'instant, c'est difficile de vous répondre. C'est une discussion qui a lieu au sein du comité de l'usine. Ce que je peux dire, c'est que je me suis mis à disposition du comité pour l'aider à déterminer un petit peu mieux quel serait le profil de la personne, son cahier des charges, si ça implique des modifications au niveau de l'organisation ou pas, et vous serez fixé prochainement. Le profil, il est d'abord artistique, avec une personne qui aurait, disons, un éventail en termes de domaine artistique quand même suffisamment large pour pouvoir faire face à la diversité de ce qu'on fait. Et puis après, quelqu'un qui puisse s'insérer dans la structure associative et travailler avec les personnes qui restent. Est-ce que vous avez une anecdote, un moment qui vous a particulièrement plu ou qui a particulièrement illustré le combat de faire vivre ce lieu qui était à la base alternatif ? Alors, c'est difficile à dire. Moi, je me rappelle de l'ouverture des lieux en 95, où c'était chargé en émotions, parce que voilà, cette salle démarrait. Après, il y a eu plein de moments. Les moments qui me restent sont plutôt des moments, des rencontres artistiques avec des artistes, comme par exemple un Jean-Louis Trintignant qui est venu se produire ici, ou des artistes de ce niveau-là. Les moments de bataille resteront aussi, mais ils sont finalement pas prioritaires dans la mémoire. Les moments vraiment importants sont des moments artistiques, des moments de rencontre avec des artistes ou avec le public, et ça restera toujours. Les musées de Nyon ont ouvert les portes de leur dépôt de biens culturels. Les conseillers communaux ont pu rentrer dans cet endroit mystérieux. L'objectif, montrer où et comment sont stockés les biens de la ville.
Alors ici, on est dans le sein des saints des collections donc nyonnaises, que ce soit l'art, l'archéologie, etc., etc. Une visite réservée aux conseillers communaux et nous, on va s'incruster dans un groupe. C'est parti. L'objectif, c'est de faire connaître aux conseillers communaux cet abri, mais surtout ce qu'il contient. Des trésors de l'âge romain jusqu'à l'art contemporain. Et pourquoi l'ouvrir? L'ouvrir aujourd'hui pour les conseillers communaux, c'était leur demande. Ils se demandaient où étaient les choses qui n'étaient pas exposées. Puis deuxièmement, c'est un nouveau conseil communal, donc des nouveaux conseillers. Donc on trouvait intéressant de leur montrer ce qu'on possède. Ici, on voit très bien en fait la technique pour lier entre eux ou pour rendre solide l'édification de ces murs en gros appareils, comme on dit, avec ces gros blocs. Ce dépôt, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, c'est un peu c'est l'iceberg des musées où on trouve toutes les collections qui ne sont pas exposées. Votre objet préféré dans ce dépôt? C'est difficile d'avoir un objet préféré, il y en a tellement. C'est comme si vous demandez à un père de famille quel est votre fils ou votre fille préférée, il ne va pas oser le dire. Et je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 15 000 objets. Comment vous dispatchez les objets qui sont exposés de ceux qui sont remis au dépôt des biens culturels? On choisit évidemment, vu l'espace qu'on a, on choisit les pièces les plus significatives pour présenter les thématiques qui nous paraissent intéressantes et particulièrement importantes pour faire connaître le site romain et ses spécificités. Dans votre main, votre objet de travail, c'est-à-dire les célèbres gants blancs de toute personne qui touche un tableau ou une œuvre d'art. Ou une pièce d'argenterie, c'est surtout pour ne pas laisser de marque. Parfois, par contre, pour la porcelaine, c'est presque dangereux parce qu'on pourrait la faire glisser. Donc, mieux vaut prendre une porcelaine avec les mains et puis qui tienne bien. Et puis ensuite, eh bien, on donne juste un tout petit coup, peut-être même avec ses gants. Et ça, qui est sans doute nettement moins connu, ça s'appelle les biscuits russes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous trouvez ces objets en chinant sur les marchés. Les plats en argent que je vous ai montrés eh bien, ont été acquis à Zurich. Et c'était un peu par hasard parce que c'est en les voyant en vrai que j'ai vu les armoiries et je me suis dit, mais ce sont les armoiries d'une famille de Nyon. C'est extrêmement divers parce qu'on a effectivement des bateaux à l'échelle 1-1 qui peuvent faire, dans ce dépôt, on doit avoir des bateaux qui font 7 ou 8 mètres de long. Et puis en même temps, on a des micros-objets, des mouches de pêche qui font 3 cm. On ne s'intéresse pas à l'histoire ancienne du lac, on s'intéresse au lac dans toutes ses composantes, qu'elles soient anciennes ou contemporaines. Et donc on essaye de documenter tous les usages du lac. On a une responsabilité. On a acquis toutes ces collections depuis que le musée du château existe depuis plus de 150 ans, je crois. Et maintenant, ça appartient à la ville de Nyon et la ville de Nyon doit préserver ses trésors. C'est vraiment quelque chose qu'on a à Nyon et qui n'existe pas nécessairement partout. Et du coup, très fière, oui, d'avoir obtenu avec les 2 municipaux successifs, d'abord M. Schmutz et ensuite Mme Boss, cet outil de travail qui nous est vraiment très précieux. C'est intéressant en plus de voir ces halles où tout se mélange finalement et où on découvre en plus des gens qui font des inventaires qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, alors que c'est finalement les biens de la ville. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la façon dont tout est conservé, tout est étiqueté, tout est répertorié. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de bateaux comme ça stockés ici. Ça, j'étais peut-être un peu surpris par la quantité et puis la taille de ces bateaux. J'ai vu 2-3 objets qui iraient bien chez moi. Et puis, beaucoup d'intérêt pour cette boîte à biscuits. C'est là qu'on découvre à quel point la ville de Nyon détient un magnifique patrimoine. Effectivement, ils ont coupé les bouts d'un linguier. Ça me choque un petit peu, mais on n'a pas tout vu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en arrière-plan. Ne l'appelez plus Région Nyon, mais Conseil régional du district de Nyon. C'est la première décision proposée par l'agence de communication mandatée par le Que Dire. Outre cette mesure, un préavis qui demande un crédit de 50 000 francs pour la refonte du site internet et de l'identité visuelle. Plusieurs préavis seront déposés. Avec nous pour en parler, Chantal Landéron, membre du comité de direction des finances. Merci d'être avec nous. C'est rien. Outre ces décisions symboliques, le changement de nom, la refonte du site internet, comment est-ce que vous allez faire pour améliorer cette communication qui vous a été si longtemps reprochée ? Pour pouvoir l'améliorer, on s'est alloué les services d'une personne au sein du personnel du conseil régional. Donc on a eu le départ d'une employée, on a profité pour engager un chargé de communication, un délégué à la communication. Cette personne aura d'abord
comme premier travail de pouvoir parcourir tous les documents, la documentation, avoir aussi en mémoire en fait tout l'historique du conseil régional, parce que pour aller de l'avant, on doit connaître d'où l'on vient. Mais vous pensez pas qu'aujourd'hui, je vous interromps, qu'il y a une certaine urgence, puisque plusieurs communes partent justement, donc est-ce qu'il ne faut pas aller de l'avant et aller plus vite? La mesure d'urgence, elle est bien consciente dans l'esprit du comité directeur actuel de cette nouvelle législature. C'est pour ça qu'on a mis en place cette politique de communication qu'on souhaite réformer, qu'on souhaite simplifier. On souhaite aussi développer des outils pour les délégués qui viennent au conseil intercommunal, pour que ces derniers puissent avoir des supports quand ils retournent dans leurs conseils communaux ou généraux, pour pouvoir dire ce que fait le conseil régional, expliquer nos préavis, expliquer le fondement en fait de cette association. Et puis on en causera tout à l'heure si on aborde le sujet du budget, puisqu'en tant que responsable des finances, je peux vous dire que justement, au travers des chiffres, on comprend beaucoup de choses sur le conseil régional. Et je vais essayer aussi d'aborder ce sujet des valeurs profondes de cette association pour que les communes se rappellent le pourquoi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, les communes du district ont souhaité se mettre ensemble. C'est un budget avec un tout petit bénéfice, 353, mais si on regarde la progression par rapport à 2017, elle est énorme, 3 millions. Une hausse qui permettra d'investir dans les investissements. Comment est-ce qu'il sera répertorié ce budget ? Alors, c'est un budget, en fait, sur le fonctionnement général. Donc, c'est au-delà des préavis. Les préavis, par exemple, ceux du DISREN, comme on en a aussi 2 objets là, qui seront présentés au conseil intercommunal. Ça, c'est des financements qui viennent en parallèle. Là, notre budget, il nous permet de couvrir une année. Son objectif principal, c'est d'assurer l'aide soit aux institutions qui existent, comme la culture, le tourisme, le sport. Donc ça, c'est connu depuis des années que le conseil régional verse de l'argent pour ce soutien-là. Et puis en parallèle, il y a le développement économique, territorial, de l'énergie. Ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est que les communes versent 20 francs par habitant comme cotisation pour faire partie de ce conseil régional, 42 communes sur les 47 que compte le district. Ces 20 francs additionnés nous permettent d'avoir un budget de 1 850 000. Sur ce 1 850 000, plus d'1 million est reversé en soutien. Donc concrètement, les communes se sont souvent demandé mais à quoi sert l'argent qu'on verse au conseil régional. Aujourd'hui, je peux dire, au travers des chiffres du budget, que sur ce 1 800 000, 1 million repart pour du développement ou du soutien. On va apporter justement des exemples concrets, 2 autres préavis qui vont être déposés, notamment une demande de crédit de 260 772 francs pour la réalisation de la première étape du parking de la Givrine. Ça fait plus de 50 années qu'on entend parler de ce parking. Comment est-ce que vous allez convaincre cette fois-ci les communes pour aller de l'avant ? Le meilleur moyen, si certains délégués voient votre téléjournal aujourd'hui, je les invite à monter à la Givrine quand il y a de la neige. On sait, comme vous le dites, depuis 50 années, cette région en fait, de notre district sur les hauteurs est remplie de véhicules avec tous ceux qui viennent pour profiter des sports de neige. Et en fait, on n'a pas du tout d'aménagement adéquat. Les voitures se parquent le long de la route cantonale. On a un souci sécuritaire à cet endroit. Peu de personnes le savent, mais il y a une gare aussi à la Givrine. Donc là, l'objectif de cette réalisation, c'est d'une part améliorer la sécurité, augmenter la surface de parking, créer 2 passages sous la route pour permettre justement aux sportifs de pouvoir se rendre et aux pistes de ski de piste et de fond, de pouvoir aller sur les différents terrains pour luger, parce que la Givrine, c'est un grand lieu de la luge pendant l'hiver. Les parcours en raquette à neige. Ces 2 passages permettront aussi aux déneigeurs d'optimiser leur travail, puisque ces passages permettront le passage des véhicules de déneigement. Et puis pendant l'été, ces passages serviront aussi au bétail, puisque sur cet endroit, des troupeaux y pâturent.
Donc là aussi, moins de risques que de traverser la route avec son troupeau. Donc les bêtes pourront aussi passer sous la route. Mais à l'heure où toutes les communes présentent leur budget, plusieurs ont un déficit. Là, vous demandez aussi une participation des communes de Genolier, Givray, Trélé, Saint-Sergue avec 88 000 francs. Oui. C'est pas trop demandé à l'heure de budget où on constate justement qu'il y a des déficits. Alors ces communes font partie du cercle porteur puisqu'elles sont les communes territoriales de la Givrine. C'est elles qui, en fait, et ça aussi il faut comprendre dans le système du conseil régional, ce n'est pas le conseil régional qui porte des préavis. Le conseil régional vient en soutien quand des communes le mandatent sur des projets qui leur sont propres. Donc là, c'est ces 4 communes territoriales, principalement portées par Saint-Sergue, parce que Saint-Sergue a aussi la charge du déneigement à cet endroit, qui sont venues avec ce souci de développement. Donc le conseil régional vient en subside, en fait, à cette réalisation demandée par ces communes. Et ces communes ont validé chez elles ce soutien financier via des préavis qui sont hors budget. Et puis un autre préavis qui sera déposé, c'est justement par rapport à l'extension du musée du Léman. On parlait tout à l'heure de la culture. À l'heure où à Lausanne a ouvert Aquatis, celui qu'on dit comme le plus grand aquarium-vivarium d'Europe, personnellement, vous y croyez à cette extension du Léman? Complètement. Complètement, parce que le musée du Léman, ce n'est pas du tout un parallèle à Aquatis. Aquatis, c'est un aquarium pour aller y voir des animaux. Le musée du Léman, on a la chance d'avoir quelques aquariums où on y voit des espèces du lac. Mais le sujet principal, et on l'a vu dans le reportage précédent, c'est aussi un musée d'archives. Donc là, on augmente le côté culturel du canton de Vaud, parce que ce musée ne servira pas seulement à notre district, il touche aussi toutes les communes qui sont en bordure du lac Léman. Donc pour moi, c'est un projet qui est même supra-régional et voire même international, parce que le Léman, on sait qu'une partie de ce dernier touche la France. Et il y a des collaborations. Le musée du Léman collabore aussi avec le côté français pour son histoire, pour ses origines. Là, il y a l'exposition Plouf. Si vous avez été la voir, vous verrez qu'il y a aussi des témoignages du côté français. Donc ce musée, vraiment, c'est un plus pour la Suisse et le canton de Vaud. Chantal Landero, merci pour ces précisions et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Mardi soir, c'était conseil général pour la commune d'Arnay-sur-Nion. À l'heure de présenter son budget 2018, nous avons décidé de suivre le plus jeune des municipales. Souvenez-vous, Valentin Muller. Salut. Bonsoir. Salut. Au sein de la municipalité d'Arnay-sur-Nion, depuis plus d'une année et demie, Valentin Muller est le plus jeune municipal vaudois. À 20 ans et avec un bachelor à la faculté des hautes études commerciales en poche, Valentin jongle toujours entre ses études et l'exécutif de sa commune. Ma journée, donc, elle a commencé relativement tôt. J'avais cours à partir de 8h30 ce matin. Donc cours toute la matinée, grosso modo. Ensuite une pause à midi, 1 heure. Et également cours toute l'après-midi jusqu'à 18h à peu près. Puis ensuite rentrer, rapidement manger, relire quelques documents et le conseil. Et ce soir, lors du conseil, la municipalité et la commission gestion et de finances présentent un dossier épineux, le budget communal de l'année 2018. Des chiffres que le jeune municipal présente sans souci. C'est sûr que lorsqu'on présente un budget qui présente à peu près 530 000 francs d'excédent de charge pour des produits s'élevant à un tout petit peu moins d'1 million de francs, c'est une situation qui est assez préoccupante. Après, lorsqu'on analyse en fait ce budget et qu'on se rend compte qu'environ 70% des charges encourues par la commune sont constituées de 3 comptes qui nous sont imposés par le canton, à savoir la péréquation financière, la facture sociale et la réforme policière, et que si on ajoute en fait les charges liées aux écoles, on arrive à plus de 90% de nos produits, on se rend compte que la situation financière est effectivement inquiétante, mais qu'en fait on n'a que très peu d'emprise sur cette situation. On a vu que les municipaux vous sollicitent durant le conseil, c'est plutôt flatteur. Je ne sais pas si c'est flatteur, mais après c'est sûr que la municipalité fonctionne en collégialité, nous sommes 5, donc c'est sûr qu'on se consulte, on discute ensemble, et il y a toujours une sorte de consensus à obtenir avant de s'exprimer et de répondre aux questions posées par exemple. Qu'est-ce qu'il apporte de plus au sein de cette municipalité? Une autre façon de voir les choses, une autre approche des éléments et une vision différente
Et ce qui amène évidemment, ce qui oblige tout le monde à réfléchir un peu plus ou différemment, ce qui est bien. La jeunesse. Et puis l'ouverture d'esprit, les nouvelles technologies. Il s'améliore au fil des séances et au fil de sa présence au conseil communal. Donc quelque part, je pense qu'il faut encourager encore plus les jeunes. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif et qui oblige peut-être les plus anciens à se remettre en question. Lors de la soirée, la municipalité a également annoncé la démission de la municipale Sandrine de Coulon, de quoi donner peut-être une place de plus aux jeunes. Ça serait bien. Si un jeune qui s'intéresse et qui reste habité à Arnay. Très clairement, j'encourage les autres jeunes du village à s'intéresser à la chose publique, à la vie politique de notre commune, parce qu'à nouveau, ça permet d'avoir une pluralité des points de vue et d'avoir des regards neufs sur les questions politiques de la commune. Dans les comptes 2016. Moi, j'aime bien ta remarque. Toujours en politique et toujours du côté des jeunes, on s'intéresse maintenant au Conseil des jeunes du district de Nyons. Et avec nous pour en parler, les deux présidents, Alexandre Legrain et Damien Richard. Bienvenue, merci d'être avec nous. On vient de voir le plus jeune des municipales, Vincent Muller. Alexandre Legrain, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça, c'est une question difficile. Écoutez, moi, ma passion, c'est la politique ou plutôt l'engagement des jeunes. Donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est... quelque chose, je trouve vraiment génial en fait que la jeunesse puisse s'investir dans des organismes politiques qui ont l'air un petit peu rébarbatifs comme ça. De prime abord, je trouve vraiment génial et puis très encourageant pour l'avenir des jeunes du district. Vous serez tenté justement pour accéder à cette municipalité ou vous voulez rester du côté des jeunes avec ce Conseil des jeunes du district ? Écoutez, moi je suis Crassiéran, les élections c'est dans quelques années, je me laisse le temps de réfléchir. La réflexion vous le dira. Damien Richard, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé dans la politique ? Je dirais la volonté déjà de pouvoir s'engager au niveau civique et surtout la volonté de pouvoir modifier des choses de tous les jours qu'on rencontre qui ne nous conviennent pas, ou peut-être aussi pouvoir comprendre pourquoi ils ont été mis comme ça en côtoyant les personnes qui y sont déjà. Et s'il n'y a pas de raison ou que même eux sont d'accord ou que nous-mêmes on trouve que ça ne joue plus, avec le temps actuel, de le changer. Et puis des actions concrètes déjà, puisqu'il y a 10 jours, il y a eu vos premiers débats, le 19 plus précisément, vous avez voté plusieurs choses, de gros dossiers, notamment une salle de révision réfectoire de Maran. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, on est en plein dans l'actualité parce que ce soir, on va aller rencontrer M. Christophe Vallard de la ville de Nyons pour justement discuter de ce réfectoire et puis de la convention que l'on doit signer, parce qu'évidemment, il y a certains critères, certaines obligations que l'on doit remplir pour tenir ce lieu ouvert. Donc on va rencontrer justement différentes personnes ce soir au réfectoire de Nyons-Maran pour voir comment ça va pouvoir se mettre en place, mais je pense que d'ici le mois de décembre, va potentiellement ce lieu va potentiellement pouvoir être ouvert pour tous les jeunes, selon des tranches horaires qui doivent encore être définies. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore être discutées, mais c'est sur la bonne voie, et puis je pense que ça va répondre à une forte demande en fait, des universitaires et puis des gymnasiens de manière générale. Et puis un autre dossier, puisque vous espérez intéresser les jeunes à les questions énergétiques, qu'en est-il exactement, Damien Richard ? Alors il y a un projet qui est en place, qui est les Assises européennes de la transition énergétique, qui aura lieu l'année prochaine. Et on a le conseil régional qui nous a demandé si on souhaitait participer à ce projet-là sur un des projets qu'on aimerait mettre en place. Et donc justement, on a souhaité de faire le 10 février, donc l'année prochaine, un speed debating. Donc il y a une sorte de débat qui est sous forme de table ronde, avec chaque fois sur chaque table, entre 7 à 10 personnes, avec un politicien ou un expert et un modérateur, tourné toutes les 15-20 minutes, vraiment pour avoir un contact avec la partie politique ou avec les experts de ces futures questions qui sont totalement actuelles. Et puis à l'heure où toutes les communes ont déposé leur budget, la question du budget s'est également penchée chez vous. Le conseil régional qui a accepté de vous soutenir avec un crédit de 36 000 francs, comment est-ce que vous allez répartir ce budget ? Alors ça, c'est assez clair. Déjà, ces 36 000 francs, c'est vraiment une période d'essai de 3 ans. Donc, ça veut dire 12 000 francs par année. Ensuite, la condition absolument essentielle qui a été signée, c'est de dire que sur ces 12 000 francs, seuls 10% du budget pourrait être utilisé pour les frais de fonctionnement. Donc, autrement dit, 1 200 francs pour rembourser notamment les billets de transport public lorsque des jeunes viennent de communes assez éloignées pour des séances à travers tout le district. Parce qu'on ne veut surtout pas discriminer en fait, un jeune qui vient de Saint-Georges ou de Crassier ou de Coppet. Et le but, c'est aussi de continuer à tourner dans ces communes, je crois. Alors ça, c'est en discussion justement, mais le but, c'est d'aller dans les sous-régions pour nos séances. Puis les 10 800 francs de budget qui restent, c'est pour financer des projets de jeunes à travers tout le district, des projets culturels, sportifs, que ce soit
des projets de jeunes qui ont 15 ans ou plutôt 21 ans. Le but, c'est vraiment de financer en fait des jeunes qui auraient une idée, une envie, un projet, mais qui n'auraient pas justement ces moyens-là et qu'il leur faut juste 100, 200, 300 francs pour concrétiser leur idée. Et ça va vraiment dynamiser, je pense, la région à l'avenir. Et puis vous êtes toujours à la recherche de membres, Damien Richard. Comment est-ce que vous voulez casser cette idée que la politique est ringarde? Aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Leur dire qu'il faut déjà venir voir qu'est-ce qu'on fait concrètement, parce que c'est bien joli, on a beau discuter avec les gens, leur dire c'est super intéressant, etc. Mais à mon avis, quand on choisit de s'engager dans une structure et puis être sûr qu'elle nous convient, c'est en allant voir ce qui se passe, que les on dit toujours. Parce qu'il peut y avoir des on-dit négatifs, comme il peut y avoir des on-dit extrêmement positifs. Et pour finir, c'est peut-être pas forcément positif. Enfin, moi, j'ai l'exemple qui vient à l'esprit, c'est toujours quand on a des amis qui nous invitent à venir à une soirée, viens à la soirée, elle va être géniale. Puis en fait, quand on vient, c'est pas du tout intéressant. Puis quand on nous dit, viens à la soirée, juste voir ce qui se passe, et bien en fait, on se dit, ah ouais, c'est pas ce que j'attendais, c'est vraiment génial, et j'ai envie de revenir. Alexandre Legrain, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir un petit peu ce qu'on veut, aller aux séances qu'on le souhaite au fait. Oui, c'est ça. Alors, on aura à peu près 6 séances par année où tous les membres se réunissent pour parler de tous les sujets. Maintenant, c'est sûr que si chacun devait s'investir à 100% dans chaque commission qui va être créée pour discuter de sujets plus approfondis, c'est sûr que ça risquerait d'être un peu compliqué. Je veux dire, on a 6 assemblées par année, plus 6 séances de comité, plus 6 séances de comité de préavis. On ne peut pas tout faire. Mais chaque membre peut choisir le sujet qui l'intéresse et s'investir dans ce sujet-là. Et lors des assemblées, il peut quand même avoir un regard, en fait, un regard sur les autres sujets qui ne l'ont pas forcément intéressé au point qu'ils s'inscrivent dans un groupe de travail avec lequel il se serait réuni plusieurs fois par mois. Mais c'est vraiment l'idée de dire que chacun s'investit là où il est intéressé et peut quand même donner son avis sur des sujets qui sont un peu moins intéressants pour lui. On se réjouit donc de vous suivre tout au long de cette année. Bonne suite à vous. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci à vous. Avez-vous déjà pensé à déguster du vin tout en aidant la recherche? C'est ce que propose Changin avec son institut d'enseignement et de recherche du vin en Suisse. Des bénévoles ont donné de leur personne et Florian Cavalieri les a suivis. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire, tout simplement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce soir à Changin? C'est pour un test sur les vins. On fait beaucoup de tests de consommateurs. Alors ce soir, il semblerait pour déguster différents vins de rouge et blanc. Vous savez pourquoi on vous a demandé de déguster des vins? Alors, pourquoi on nous a demandé? C'est pour voir si on les appréciait. En fait, on doit les noter. On a des barèmes. Concrètement, on va demander à des consommateurs de venir déguster des vins, de nous donner leur appréciation par rapport à ces vins et surtout, le plus important, qu'ils nous donnent des commentaires liés à ces vins. On est en collaboration avec la HES de Arques à Neuchâtel, qui travaille sur tout ce qui est machine learning et langage naturel. Et l'idée, c'est de voir sur la simple base de commentaires de dégustation, est-ce qu'on arrive à dresser un profil organoleptique des vins qui soit suffisamment précis pour les différencier et pour intéresser les professionnels. L'objectif, c'est en fait de créer une sorte d'automatisation des commentaires, notamment le traitement de ces commentaires, puisque maintenant il existe des sites internet, des blogs où on retrouve des milliers de commentaires liés à un vin. Et le but, ça va être d'extraire toutes ces données de ces blogs, de ces sites internet, et de pouvoir justement avoir une sorte de description d'un vin juste en se basant sur ces milliers de commentaires. Dès qu'on fait une étude avec des consommateurs, on estime qu'il faut avoir au minimum une centaine de personnes, en tout cas autour d'une centaine de personnes pour être assez représentatif de la diversité des consommateurs. Donc ils vont déguster un vin l'un après l'autre pour avoir une sorte de séquence et ils vont déguster tous dans un ordre ce qu'on appelle aléatoire pour pas être influencés par l'effet d'ordre. Donc ils vont tous déguster les mêmes vins mais dans un ordre différent. Alors c'était très bien, c'était bien organisé, c'était vraiment bien. Est-ce que vous avez été sévère? J'ai été sévère, non, je pense pas, j'ai été correct. Très bien, très bien. On a dégusté 3 blancs et 3 rouges. Et ouais, c'est bien passé. Ça se fait au pas de course, hein, ces dégustations. Faut être assez rapide. Hein. Non, en fait, on n'est pas pressé par le temps. Hein. Chacun prend son temps. Après, le fond du verre, à peu près 2 gorgées, donc on n'y passe pas non plus 1 heure sur chaque verre. Après, il faut réfléchir à ce qu'on va dire. Déguster des vins, on est dans la science. C'est chouette, ça. Oui, alors c'est bien. Oui, justement, on profite de ce moment-là. C'est pas
c'est pas tous les jours qu'on fait des dégustations, donc on en profite. On n'aura pas d'autres tests avec des consommateurs. Par contre, on en aura très certainement l'année prochaine, donc sur 2018, pour d'autres travaux de recherche avec d'autres thématiques. Là, par contre, pour cette dégustation-là, on a encore une séance de dégustation mercredi prochain. Cette année, ils nous ont vraiment gâtés au niveau du vin. C'est vraiment de la qualité, hein. Patience, plus que quelques jours avant Noël. D'ici là, les autorités nyonnaises et l'association des commerçants de la ville de Nyon ont décidé de parer Nyon de ses plus belles couleurs avec des arbres célestes et puis le marché de Noël sur la place Bel-Air qui double sa taille. Nyon peut-elle prétendre avoir le roi des sapins? À vous d'en juger. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux arbres de Noël, de ces arbres célestes? Je trouve ça magnifique, je trouve ça aussi très poétique, ça donne envie de se cacher dedans, de venir avec une bouteille de champagne là-bas sur le petit banc et puis de profiter du moment le soir, de la lumière et tout. Non, je trouve ça super chouette, c'est différent. C'est original. Ça change un petit peu des décos de Noël traditionnels, donc ça fait plaisir. En plus, j'en ai deux que je vois depuis chez moi, là-bas. Ils ne sont pas montés, donc c'est bien. Je trouve ça très artistique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Un copier-coller de paléo. Par rapport aux décorations de Noël, aux éclairages de fête, ça fait une dizaine d'années qu'on a les mêmes et il y avait une envie de modifier ça. Donc on a envisagé de déposer un préavis dans le courant de l'année 2018 pour de nouveaux éclairages. Mais en attendant, on voulait amener quelque chose de plus et profiter du marché de Noël pour avoir d'autres illuminations avec notamment des arbres dits célestes qui sont un peu différents de ce qu'on avait l'habitude. Ça s'appelle des arbres célestes. Ils sont composés de 30 000 mètres linéaires de corbes de bateaux et puis ils évoquent en fait des faisceaux lumineux qui vont vers le ciel et qui permettent en fait de réinterpréter l'imagerie de l'arbre de Noël de façon plus contemporaine. Et l'intérêt de ces arbres, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur et s'asseoir au pied de l'arbre. Et en fait, les visiteurs sont un peu comme, en général, c'est plutôt les cadeaux de Noël qui sont au pied de l'arbre. Et bien là, on peut vivre à l'intérieur et on peut échanger et passer un moment au cœur de la place du château ou de la place Bel-Air. C'est aussi pour la ville de Nyon de proposer, de renouveler en fait son éclairage. Et ces arbres vont se balader de place en place l'année prochaine et trouver un autre lieu pour venir habiter cette ville qui demande que de faire la fête à Noël. Ceci va certainement drainer du monde en ville et permettra aux commerçants j'espère, de faire de bonnes affaires. Le marché a grandi cette année, nous sommes passés de 11 chalets à 22 chalets. Notre objectif est d'investir la place du château l'année prochaine et avec beaucoup d'enthousiasme, nous aimerions aussi investir les quais à Rive. Ce marché cette année donc a doublé dans son volume. Nous avons un programme d'animation très étoffé sur la durée du marché, soit les 9 jours. Vous pourrez y écouter le Chor des Alpes, du jazz, la fanfare nyonnaise, du gospel. Il y aura des animations pour les petits et les grands, évidemment le Père Noël avec ses surprises, des séances de cinéma à prix réduit. Ceci permettra aux parents, durant la période des nocturnes, d'aller faire leurs achats tranquillement, sans les enfants. Les tant attendus premiers flocons de neige sont tombés du côté de Saint-Cergue et de Saint-Georges. Les deux communes ont décidé de s'allier pour dévaler la piste ensemble en proposant un flyers commun, l'occasion de faire le point sur les activités hivernales une semaine avant l'ouverture des pistes. Moi, en tout cas, Pierre, je suis très content qu'on soit arrivé à quelque chose de concret. Pourquoi avoir décidé de faire cette affiche commune avec Saint-Cergue ? Je crois que nous sommes deux villages avec les mêmes problématiques, avec les mêmes attentes de la population. Et je pense que c'était intéressant de dire, voilà, deux villages qui ne sont pas concurrents, mais plutôt complémentaires, et une fois sur une action partenaire. Il n'y a pas de concurrence entre nos deux stations. On est déjà géographiquement, on est assez espacés. En plus de ça, nous n'avons pas la même clientèle. Eux, ils ont la clientèle de Rolle, Gland et Nyon, et nous avons plutôt la clientèle genevoise. Donc non, et s'allier, oui, parce que les mêmes problématiques. Donc
on diminue les coûts de la publicité, etc. en faisant ensemble. Je viens une fois skier à Saint-Georges. Alors tu me dis... La problématique, c'est effectivement l'altitude déjà, hein, où on ne peut pas garantir un enneigement constant. L'autre problématique, c'est que nous n'avons pas d'eau, donc il faut oublier les canons à neige. Ça, c'est très clair. Jamais nous investirons là-dedans. Donc, il faut faire avec ce que la nature nous donne. Mais je peux vous dire qu'avec nos équipes, avec très peu de choses, on arrive à faire des grandes choses. L'enneigement est assez difficile, surtout ces 3 dernières années. Hein, très peu de neige. Station familiale, on veut favoriser les familles qui viennent ici avec... qui trouveront de la neige. Quels sont les événements que vous avez mis en place pour cet hiver? Alors déjà, le snowpark qui était déjà en place, mais qui est toujours dynamisé chaque saison par l'équipe de jeunes qui s'en occupe, et quelques soirées nocturnes qui auront lieu le vendredi soir pour venir skier et profiter de la buvette qui sera exceptionnellement ouverte le soir aussi, avec des menus proposés pour chaque vendredi. On reprend une recette qui fonctionne, donc c'est toujours la même chose, il n'y a pas de nouveauté, mais où on a beaucoup de succès, c'est avec notre forfait ski fondu le soir. Donc les pistes éclairées le soir, et cette année, nouveauté, ils trouveront chez nous une patinoire. Si de tous ces temps, et surtout maintenant, nous avons encore des téléskis à Saint-Georges, c'est grâce à l'équipe de bénévoles qui, je peux vous dire, sont vraiment motivés. Je crois que c'est encore eux qui attendent plus la neige que les clients. Si la neige continue de tomber, on sera effectif dans une semaine. Il faut minimum 20 cm pour le petit téléski et 30 pour le grand téléski. Je crois que vous avez un rêve pour Noël, c'est lequel? Ça serait d'avoir 1 mètre de neige à Noël, ça serait super. Depuis 40 ans passés, c'est notre désir, mais on n'est pas souvent exaucé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer vos propositions de sujets à l'adresse suivante, rédaction@nrtv.ch. À la semaine prochaine, soyez sages.